nous sommes en direct. Bonjour Christian. Bonjour Francine. Alors je suis heureuse, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation à venir à la maison pour parler de votre livre Les peurs dans les relations amoureuses, abandon, rejet, humiliation, trahison, des éditions du Net. Alors c'est quand même pour moi une première parce que avant tout d'être auteur, vous êtes quand même psychanalyste. Oui. Donc je n'ai pas l'habitude de recevoir des psychanalystes. Il faut parler d'un sujet sérieux parce que si ça peut paraître comme ça bâtonnant, les peurs dans les relations amoureuses sont souvent destructrices à un niveau parfois très grave. Ça fait beaucoup de mal aux gens. Beaucoup de mal aux gens. J'ai choisi ce livre parce qu'il y en avait un autre que vous avez écrit sur les pervers narcissiques. J'ai dit bon, peut-être pour une prochaine fois. Ouais. Ce livre me parlait plus et je trouvais ça intéressant d'en parler aussi pour mes followers parce que on a tous été victimes une fois dans notre vie. D'abord, on a tous peur. Oui. Pour des choses différentes. Et on a tous eu peur dans nos relations amoureuses de perdre quelqu'un, de s'engager, d'être abandonné. Et on en souffre terriblement. Voilà, donc vous êtes le spécialiste, Christian, en tout cas vous êtes psychanalyste spécialisé dans les troubles de l'anxiété, la dépression, les addictions et les troubles affectifs. Exactement. Et donc vous avez mis en place votre thérapie, nous expliquer cela, pour que les gens souffrent moins, puissent avoir moins peur de leurs peurs, les comprendre et les refouler. En fait, je me suis aperçu au fil de mes consultations avec mes patients que quand on souhaite trouver l'amour, ou quand on l'a, on est guidé par la peur. On est guidé par la peur, et c'est cette peur des fois qui nous fait soit trouver un mauvais partenaire, soit rester dans une mauvaise relation, soit ne pas en trouver. Et on a ce sentiment, cette volonté d'être social, d'avoir un partenaire et d'avoir ce feu brûlant dans le ventre, qu'être amoureux. Mais attention, des fois, c'est la peur qui nous y emmène. Alors du coup, on souffre, on a des déconvenus, on a des cicatrices. Et on ne vit pas le moment présent. C'est quelque chose d'important à dire, parce que vous venez de dire, quand on tombe amoureux et qu'on a peur soit de perdre l'autre, soit de s'engager dans la relation, quand on n'est pas au moment présent, on souffre. La peur, c'est l'appréhension d'un potentiel danger. Et des gens qui restent dans cette appréhension, ça veut dire qu'ils imaginent toujours qu'il va y avoir quelque chose qui se passe. Alors, le problème, c'est qu'en imaginant ça, on prépare notre cerveau à l'événement. Et des fois, on y va. Et c'est ça. On a peur de l'abandon, on se fait abandonner. On a peur de l'infidélité, et des fois, ça arrive. On a peur de se faire rejeter. Alors, ce que vous dites, c'est qu'en fait, si on a une personne à peu près saine et bien dans sa peau, on ne va peut-être pas attirer forcément ses peurs. Ça dépend du partenaire, bien entendu, parce qu'il faut avoir en face de soi un partenaire aussi sain et bien dans sa peau. Mais moi, je suis persuadée que, j'aime pas ce mot encore une fois, pervers narcissique, parce qu'il est mal employé, comme vous le savez aujourd'hui. Je suis persuadée que quand même, les gens faibles attirent les gens faibles, les gens forts. Alors, tu peux être quelqu'un de fort et attirer, c'est pas vrai. J'en ai fait les conséquences. On peut tous se planter dans les relations amoureuses, c'est ça que je veux dire. Mais en règle générale, j'ai retrouvé autour de moi, c'est toujours le même schéma, non? Oui. C'est-à-dire que les gens un peu plus faibles ou qui ont subi, vous l'avez dit dans votre livre, tout part de l'enfance. Oui. En fait, dans l'enfance, c'est là qu'on des découvre traumatismes pendant l'enfance. C'est là qu'on découvre l'amour pendant l'enfance, avec un modèle parental, on regarde la façon dont eux ils s'aiment, donc on enregistre des mécanismes, et puis ce qu'on a vécu avec eux. Et en fait, je m'aperçois que dans nos relations amoureuses, on rejoue cette bataille. On rejoue le fait de retrouver pas forcément quelque chose qui était sain. C'est pour ça qu'il y a plein de personnes qui sont dans les mêmes mécanismes, qui inconsciemment recherchent le même type de partenaire. Et même si c'est dysfonctionnel, j'ai plein d'histoires où les personnes ont trouvé le même type de partenaire. Et même, des fois, pour certains, de retrouver le père. Ça veut dire qu'il y en a plein qui rejouent cette insatisfaction au niveau de l'enfance et qui essayent de la résoudre dans leur propre vie amoureuse. Et c'est ça qu'il faut se détacher. Parce qu'on a eu une expérience, bonne ou mauvaise, mais c'est celle qu'on nous a présentée. C'est pas forcément la bonne. C'est pas forcément la bonne, exactement. Et c'est à nous de nous réajuster. Et j'ai lu quelque chose qui était indépendamment de votre livre, où je me suis sentie concernée, c'est que souvent, et j'avais pas pensé comme ça avant, les jolies relations amoureuses, celles qui marchent vraiment sincèrement sur du long terme, sont deux personnes qui sont complètement différentes. Alors complètement différentes, attention, je m'exprime. Pas différentes dans le sens où les mêmes valeurs,
souvent quand même il faut avoir les mêmes valeurs, un peu, mais pas forcément la même éducation, pas forcément les mêmes stéréotypes familiaux justement, voilà, pas la même éducation, mais des personnes qui sont différentes tout en ayant les choses les plus importantes, enfin en tout cas aujourd'hui, à nos âges, les valeurs. On dit souvent, des fois, que les opposés s'attirent. Je pense pas. Non, complètement opposé, je suis pas d'accord. On dit aussi que qui se rassemblent s'assemblent. Je pense pas. Je pense qu'il y a un juste milieu entre ces deux dimensions. Et ce qui est important dans un couple, c'est qu'on se complète. Complètement. On se complète, ça veut dire qu'on a des choses en commun. Et on a aussi des différences. Et l'autre, je lui donne quelque chose. Et il m'apporte quelque chose. Donc on se complète. C'est pas que je fusionne. On n'est pas dans la fusion. Ça veut dire, toi plus moi, ça fait un. Et du coup, au bout d'un moment, on s'appauvrit, il y en a un qui asphyxie ou qui n'existe pas. Ou alors, on a un couple où c'est 1 plus 1 égale 2, on est deux différents, et au final on n'a rien à partager. On a 1 plus 1 égale 3, toi, moi et nous. C'est ça. Et le nous, c'est le partage, le nous, c'est la complicité, le nous, c'est la complémentarité. Alors, ce livre, il est quand même... moi, ce que j'ai aimé déjà, je vais le dire, c'est que... Alors, c'est une expérience, vous remerciez vos patients, bien évidemment. Ce sont des expériences différentes de vos patients, évidemment, avec des faux noms, évidemment. Mais ce qui est sympa, pour nous, parce qu'on n'est pas tous psychanalystes, on n'a pas envie de se prendre la tête, on a envie de comprendre aussi. Ce qui est très sympa, donc vous expliquez tout bien le mécanisme de la peur, d'où vient la peur. Effectivement, tout est lié à l'enfance, ça on le sait très bien, qu'entre 0 et 5 ans, 5-6 ans, en gros, on sait que l'éducation est la plus importante parce qu'on donne justement les valeurs, la peur, pas la peur, l'appréhension, enfin tout ça aux enfants. On sait que c'est très très important, que les traumas se font à ces âges-là. Mais ce qui est sympa, c'est que vous donnez par exemple l'exemple d'Emma, ou l'exemple, d'Emma par exemple, de quelqu'un d'autre, de Thomas, je crois, je sais plus, vous donnez un exemple d'une personne, par exemple, prenons l'exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, de la personne qui a 45 ans, qui est successful professionnellement, le garçon, Thomas. Oui. Donc, par exemple, il est successful professionnellement, il a plein d'amis, tout le monde l'adore, il cartonne dans tout ce qu'il fait, mais amoureusement parlant, vu que ce livre parle d'amour, c'est une cata. Pourquoi? Parce qu'en fait, après vous l'expliquez, pourquoi Thomas, ça ne marche pas dans ses relations amoureuses? Parce que dans son enfance, il avait un papa où il ne fallait pas montrer sa sensibilité d'homme, il fallait rester très dur. Un homme, il n'a pas le droit de pleurer devant un film, devant tout ça. Et depuis sa tendre enfance. Donc ce garçon s'est forgé une carapace où il s'est interdit d'être sensible ou de montrer ses sentiments à une femme. Et du coup, il est en constante souffrance parce que, c'est ce que vous expliquez, il ne peut pas aller au-delà des 3 ans de relation, d'aller dans une relation sérieuse, de construction, parce qu'il ne peut pas montrer par exemple ses sentiments, il a trop peur. C'est ce que j'ai essayé. Encore une peur. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre. J'ai dénombré 14 peurs, parce que c'est l'expérience de mes patients, et on peut en avoir plusieurs. Et à chaque fois, j'ai essayé d'expliquer un peu les causes, comment on fait pour les surmonter, mais j'ai voulu donner des exemples, pour que chacun puisse se retrouver. Et c'est ça qui est très bien, bravo, parce que quand on lit vos exemples, ça nous rappelle, soit on se sent concerné bien évidemment par une de ces 14 peurs, une expérience qu'on a vécue, soit des amis qui nous ont raconté cela. Et c'est pour ça que je trouve ça très bien. C'est comme un manuel en fait. Voilà. Vous pouvez l'acheter comme un manuel, pas comme un livre. Non mais c'est vrai en fait. Chacun peut retrouver directement le chapitre qui Ou concerne. quand tu as un doute, t'es pas très bien, tu as un petit coup de mou, un petit coup de cafard avec ton amoureux ou quoi que ce soit, ou dans ta vie amoureuse. Ce livre est pour moi un manuel sur les relations amoureuses et les peurs. Aujourd'hui, des fois, je le donne à des patients et je leur dis regardez le chapitre qui vous intéresse. Voilà, c'est ça. Bah, tu peux le commencer dans n'importe quel sens. Exactement. C'est un manuel, c'est pas un livre avec une et, introduction vraiment. Et il y a des outils, il y a des exemples. Et c'est important parce que des fois, on a l'impression qu'on est les seules personnes à vivre cela. C'est vrai. Et que, en fait, c'est partagé. Tout le monde a peur. Alors, on parlait d'un homme tout à l'heure, et en fait, les hommes cachent leur peur. Mais en fait, ils ont aussi peur, voire plus que les femmes. Exactement. Les femmes l'expriment, donc on a l'impression que la parole est mise et qu'elle est là. Les hommes ne l'expriment pas, donc ils le cachent. Quand je reçois des patientes, je les écoute. Elles me livrent leurs sujets, leurs émotions, leurs difficultés. Quand je reçois des hommes, en fait, j'écoute ce qu'ils ne me disent pas. Et alors, comment vous faites? Il faut essayer de les faire parler, de leur faire sortir ce qu'ils ne veulent pas dire. Oui, mais parce qu'ils l'expriment autrement. Les femmes sont dans les mots, dans l'émotion. Les hommes, c'est dans l'attitude, c'est dans ce qu'ils ne disent pas. Donc en fait, c'est presque quand une femme, elle nous donne le côté pile, on a le côté pile. Un homme, il faut regarder le côté face. Non, c'est drôle. C'est drôle. Et
C'est intéressant en tout cas. Mais après, ils arrivent des fois, dans ce cocon de la thérapie, à se livrer. Quand ils ont dépassé le seuil de la vulnérabilité. Et alors à ça, on parle des âges de notre génération, comme on en a parlé tout à l'heure hors caméra, de 45-55 ans. Les hommes divorcés ou les femmes divorcées, malheureusement on est une génération de beaucoup de divorcés, on en a parlé, plus que de gens mariés qui restent mariés 25, 30 ans, 35 ans. Malheureusement, ça c'était aussi l'époque, il y en a encore heureusement, comme vous d'ailleurs. Oui. Voilà. Mais c'est vrai que malheureusement aujourd'hui, la femme, on en parlait, est peut-être au même niveau que l'homme professionnellement parlant, les salaires. Alors est-ce que peut-être c'est plus facile de quitter aujourd'hui et pourquoi aussi parce que finalement quand un divorce se fait, souvent ça se fait trop vite, on en parlait. Dans le vide, l'homme ou la femme va quitter son conjoint trop rapidement et se rend compte des conséquences très graves, dramatiques d'abord pour les enfants, on le sait tous, je suis une femme divorcée. Donc il faut vraiment être une maman et un papa très présent quand on est divorcé pour que nos enfants n'aient pas de casserole, on va pas se mentir. Et dans la communication constamment, enfin en tout cas moi c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants du mieux que je puisse. Mais les hommes, comme les femmes je pense, mais surtout les hommes je pense, vont peut-être partir très vite du foyer familial. Et on en parlait, évidemment, ils pensent que l'herbe est plus verte qu'hier, comme on dit. Hein. Alors les filles jolies, les machins, les trucs, ils vont aller voir à droite, à gauche. Mais très vite aussi, ils vont pouvoir soit vouloir revenir au bercail, soit se rendre compte qu'un divorce coûte très cher et qu'ils n'en ont pas forcément les moyens de raquer pour la femme, les mômes et eux-mêmes. Et surtout qu'ils vont perdre beaucoup en termes d'amour, de stabilité. Les hommes ont plus peur. En fait, avant on était dans un processus où un homme avait une femme, donc il était homme. Et il l'avait pour toute la vie. Donc il avait cette sécurité, et le fait qu'il ait une femme, il était un homme. Aujourd'hui, il n'est plus un homme parce qu'il a une femme. Et c'est plus pour toute la vie. On a cette image de nos grands-parents qui ont vécu ensemble, fini ensemble, et qui pouvaient des fois se détester. Alors on arrête cette situation, on ne veut pas vivre cet enfer jusqu'à la fin de notre vie, donc on rompt. Mais l'homme n'a pas la même conception de la rupture que la femme. La femme, elle réfléchit. La femme, elle essaye plusieurs possibilités. Elle essaye la communication, elle essaye l'absence, elle essaye de se rapprocher, elle essaye la thérapie, elle essaye de réfléchir. Elle essaye plein de tentatives jusqu'au moment où elle n'en peut plus. Et là, elle part. Et là, elle part, sa décision, elle est à bout, elle part. L'homme, il n'est pas comme ça. L'homme, il intériorise parce qu'il ne veut pas montrer ses sentiments, il ne veut pas montrer ses difficultés. Et il intériorise. Et des fois, soit tout d'un coup, il trouve la réponse ailleurs, soit, au bout d'un moment, il fait comme tout va bien et il part du jour au lendemain. Enfin, l'homme quitte souvent un foyer pour une femme. On disait l'homme ne peut pas vivre seul. Une femme, j'ai quand même beaucoup d'expérience autour de moi, peuvent partir parce que, comme vous dites, elles ne sont plus amoureuses et elles ont vraiment fait un deuil de leur relation. Alors que souvent l'homme, qui ne se sait pas vivre seul, a eu malheureusement un coup de cœur, où il est tombé vraiment amoureux d'une autre femme. Où il trouve un soutien ailleurs. En tout cas, il trouve un soutien ailleurs. On parle aujourd'hui que les femmes ont du mal à être seules. Quand on parle des célibataires, souvent on entend les femmes. Mais en fait, les hommes ont beaucoup plus peur. Ah, je suis 100% d'accord. Ils ont peur, et à tel point qu'ils se recassent très très vite. Et des fois, pas avec les mêmes exigences, parce que c'est la peur qui les dirige. Alors que les femmes, elles se disent, moi j'ai souffert, j'ai une expérience, je veux peut-être me remettre en couple, je prends le temps de me reconstruire, et je ne re-signe pas pour n'importe quoi. C'est pas forcément le cas d'un homme. Je suis d'accord. Non, c'est vrai. Et lui, il re-signe. Parce que... ou pour des choses, je peux pas, en tout cas, par expérience, pour l'opposé de sa femme. Oui, parce que des fois, quand on a une expérience, on se dit, voilà, j'ai une patiente, elle est tombée sur un partenaire qui l'a trompée, elle a souffert, elle est retombée sur un partenaire qui l'a trompée, comme quoi on a des schémas répétitifs. Alors ça, c'est ce qu'on disait aussi. Pourquoi? Comment vous expliquez ça? Moi, j'ai une amie, une très bonne amie, qui est une sauveuse, qui se prend pour une sauveuse. Elle ne sort qu'avec des hommes qui ont des casseroles, comme j'ai jamais vu ça de ma vie, et elle veut les sauver. Je lui ai dit, mais arrête de vouloir les sauver. Alors pour sauver... Et elle a besoin de ça. C'est pour elle une mission. Oui, parce que c'est comme ça qu'elle a appris pour être aimée. D'un côté, quand vous sauvez quelqu'un, vous vous rendez indépendant de lui. Vous vous rendez indépendant de lui, pardon. Ça veut dire que si j'aide quelqu'un à marcher, il ne peut pas marcher sans moi. Donc ça me donne une utilité. Donc cette personne va me garder.
Mais d'un autre côté, en voulant sauver quelqu'un, j'ai un rôle et ça me permet aussi, c'est une façon d'aimer quelqu'un et de me sentir utile. Et j'ai peut-être vécu ça dans mon enfance. Ça veut dire que j'ai eu peut-être face à des difficultés. Oui, c'est certainement et pour ça. me faire aimer, Non, mais c'est vrai. je me suis rendu utile. Et ces peurs-là font que j'ai le même mécanisme. Alors, pour revenir à mon histoire de patiente, elle avait trouvé un partenaire qui la trompe, un deuxième qui la trompe, et donc on a travaillé dessus. Et du coup, elle a fait clac. Elle a trouvé un gars. Et en fait, ses peurs et ses souffrances étaient tellement présentes que dans ses premiers rendez-vous, dans ses premiers moments d'échange avec lui, elle était omnibulée par ce critère-là. Ce critère-là qui fait que elle, le critère, c'était « il ne faut pas qu'il me trompe ». Alors, elle a trouvé un garçon qui est une horloge suisse en fidélité. Donc, elle était heureuse. Et en fait... Mais elle s'emmerde. Ouais. Parce que je lui ai dit, vous avez fait de 0 à 1, de noir à blanc. Elle s'ennuie dans la relation. Et vous avez basculé d'un critère à un autre, vous avez trouvé l'extrême. Parce qu'elle devait aimer le côté aussi séducteur de cet homme. Et ces hommes un peu volages. Et pas fidèles. Et du coup, un seul critère, ça ne suffit pas. Ce que je veux dire, c'est que des fois, nos peurs nous soit retourner dans le même mécanisme, soit trouver l'opposé. Qui n'est pas forcément... C'est tellement vrai. Oh, c'est tellement ça. Et il faut qu'on détermine, quand on veut rencontrer quelqu'un, il y a 2 critères. Il faut savoir, il faut être prêt. Des gens rencontrent d'autres personnes, ils ne sont pas prêts. Voilà. Donc ils n'ont pas fait le deuil, ils n'ont pas réglé leur conflit, ils ne sont pas prêts à accepter que quelqu'un rentre dans leur vie. Bien sûr. Et puis, il faut savoir ce qu'on veut. Quand vous allez au restaurant, vous connaissez vos goûts. Vous savez, vous avez un menu qui vous est présenté et vous savez à peu près ce que vous aimez. Vous pouvez découvrir des choses et vous prenez des risques. Dans les relations amoureuses, il faut qu'on mette sur la table ce dont j'ai besoin, quelles sont mes attentes, quels sont mes désirs, un peu comment je fonctionne. Je ne me livre pas le premier jour, mais au fur et à mesure, et de savoir ce qui me va et ce qui ne me va pas. Quelles sont mes limites. Alors, quelles sont les 14 peurs? On peut les citer là ou pas du tout? Oui, mais il y en a beaucoup. Ouais. Bon, les peurs principales, de toute façon, on sait, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur du rejet, la peur de la trahison. De la trahison, comme cette dame d'ailleurs. Voilà. La peur de la routine, parce qu'on trouve aussi... Ah oui, alors ça, j'ai bien aimé votre passage, on va en parler parce qu'on ne peut pas parler de tout, on est suivi par pas mal de personnes, merci. J'aime bien aimer ce passage parce que je pense qu'il est très important pour notre génération pour comprendre, parce que le reste... Je pense que la routine, ce mot, est un côté péjoratif, oui. Et que vous, Christian, vous allez dire avec vos propres mots, j'ai beaucoup aimé, ça m'a interpellée. Vous parlez de la routine comme justement une chance. Oui. Quand on sait bien la vivre, quand on est heureux dans un mariage, dans une relation de longue durée, d'apprendre à vivre avec l'autre, à s'apprivoiser l'autre, tout en toujours évidemment allumer la flamme. Et voilà. Donc, parlez-nous de la routine, des côtés positifs de la routine pour un couple. Et j'aime bien votre expression d'allumer la flamme, mais je vais m'en servir. Mais juste avant, une petite anecdote. J'ai une jeune patiente qui a rencontré son amoureux. Et c'était l'amour fou. Alors, au bout de 6 mois, ils se sont mariés. Ils se sont fiancés. C'était la passion ou l'amour? Les deux. D'accord. Voilà, ils se rencontrent, tout se passe bien. C'était la bonne personne. C'est un nuage. Et donc, au bout de 6 mois, ils se fiancent. Il y en a 1 an de mariage, donc il y a les préparatifs, le voyage de noces, et elle tombe enceinte. Donc, elle a un premier enfant. Et ensuite, elle vient me voir, elle me dit en fait, moi, ça ne va pas. Elle me dit mon mari, ça va très bien, mais moi, je pensais que le mariage, c'était quelque chose de magnifique. Et en fait, là, j'ai le travail, j'ai mon mari, j'ai le quotidien, j'ai un enfant, c'est pas facile. Elle me dit, et je lui dis, mais le mariage, c'est pas la fête. Ah ben non, c'est la réalité, c'est marrant que cette personne, elle... Le mariage, c'est une fête. C'est une fête pour encourager un départ. Et en fait, le mariage, c'est quand vous avez fait 50 ans avec quelqu'un, et que vous avez franchi plein d'étapes, et que vous avez construit quelque chose. Alors quand vous me rappelez de la flamme, généralement, quand on est au bord d'un feu de cheminée, j'aime bien ces métaphores un peu préhistoriques, on garde son silex, et puis le feu prend. Et là, on est tous les deux devant le feu de la cheminée, on est super contents, et l'homme est fier en plus parce qu'il a mis le feu à la cheminée. Sauf que la vraie relation, c'est quand on met des bûches. Ouais, qu'on empile. Et qu'on fait travailler le feu pour qu'il ne s'éteigne pas. Et c'est ça en fait, la relation, le début, c'est toujours, et souvent, c'est bien, c'est agréable. Il y a un circuit de la récompense, il y a la nouveauté, il y a la curiosité. Mais ensuite, il y a quelque chose de plus profond qui peut se mettre entre deux personnes. Partager,
construire, avoir cette complicité. Que la confiance, la complicité, le respect, Voilà. l'amour, Et tout ça, des petites habitudes que aussi on aime bien prendre en couple. Parce que c'est sympa les habitudes, c'est pas un côté péjoratif d'avoir des habitudes de couple. La routine, c'est quelque chose de péjoratif, comme vous le dites, parce qu'on voit nos parents ou d'autres couples qui s'ennuient à mourir. Voilà. Ouais, Et ok. ça On a va- une mauvaise image Ah de oui. ce terme, la routine, par rapport à. Effectivement, ouais. Et c'est à nous de construire notre relation. En fait, le début d'une relation, c'est bien. Après, c'est un voyage. Et il faut l'entretenir. Donc, c'est important d'entretenir, de se dire, au début, quand on rencontre quelqu'un, on se dit comment je dois faire, je dois la surprendre, je dois m'occuper d'elle, j'essaie de lui apporter quelque chose. Il faut garder ça. Il faut garder ça. Ouais, il faut tout le temps avoir, en fait, être. Et puis, il faut tout le temps être sur l'équilibre. Mais rien n'est acquis. Rien n'est acquis en amour, comme rien n'est acquis dans notre vie professionnelle, on le sait. Ouais. On nous a vendu que l'amour était infini et qu'il ne s'arrête jamais. Alors oui, mais c'est les grandes histoires comme Roméo et Juliette. Et Ouais. donc oui, ça s'arrête. Donc il y a toujours un début, Et il y a une fin. toujours une fin. Donc la vraie question, il y a plein de gens qui, avec ces peurs, sont sur l'anticipation, l'appréhension de la fin. Ce qui se passe... Moi, j'étais comme ça. Hein. J'ai pu être comme ça. Après mon histoire avec mon mari, qui m'a abandonnée avec mes enfants, dans la relation après que j'ai eue, j'ai anticipé, quand j'étais heureuse, j'avais du mal à vivre au moment présent. C'est pour ça que j'ai fait un travail sur moi et je sais de ce dont on parle. J'avais du mal à vivre le moment présent parce que j'avais peur que l'autre homme que j'ai aimé après, je me suis dit, je suis bien, je ne veux pas que ce bonheur s'arrête. Donc j'appréhendais que mon bonheur au moment présent, mon bonheur simple, comme on dit, être à la campagne avec lui, avec mes enfants ou quoi, j'appréhendais que ça s'arrête. Donc en fait, ma peur, alors que tout allait bien, Ouais. elle m'arrivait en pleine tronche comme ça. Quand on appréhende la fin... Et du coup, après, tu es un peu sur la défensive, où tu dors mal, ça crée des insomnies, tu cogites trop. On questionne l'autre, on interroge l'autre, et on Oui, où tu lui mets une pression pour rien alors que tout va bien. Et du coup, on finit par parler de la relation et non de la vivre. Exactement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut vivre au moment présent. Et donc, il y a un début, il y a une fin, et la question, c'est qu'est-ce qu'on met au milieu. Et voilà. D'essayer de construire sans... Et même s'il y a une fin, il faut se dire, j'ai tout donné, j'ai fait, et j'ai Non, passé pas des avoir bons de- moments. pas avoir de- Et d'un autre côté, si on écoute notre peur, l'appréhension de la fin, on peut y arriver. Alors que si on donne, il y a moins de chances que la fin arrive. Bien sûr. Et puis, Si on construit, il y a moins de chances que la fin arrive. bien Et donc, sûr. au mieux de l'appréhender, il faut... J'aime à dire que notre premier ministre dans notre tête, c'est la peur. C'est celui qui parle tout le temps. La peur, elle arrive. Mais la peur surtout, là on parle des relations amoureuses, mais pour tout. Voilà. On parle de notre vie aussi de travail, on a peur pour nos enfants. Mais il faut écouter des fois une autre petite voix. C'est l'envie. Et l'envie, c'est ce que je pense qui peut contrebalancer certaines peurs. Ça veut dire, l'envie, elle est motrice. Alors que la peur, soit elle nous fait rester là, soit elle nous fait reculer. L'envie, elle est motrice. Attention, la peur, elle est spontanée, elle arrive toute seule. Ah ouais, c'est ça. L'envie, elle demande un effort. C'est pour ça, le fait de mettre des bûches, ça veut dire qu'il faut faire un effort. Si on ne fait pas d'effort, il y a quelque chose de spontané qui arrive et c'est la peur. Donc on ne peut pas faire un live qui dure trop longtemps parce que, d'abord, on ne va pas raconter tout le livre, mais en gros, donc ce livre est un livre qui est guidé quand même, on parle des relations amoureuses, Oui. et qui est guidé sur la peur, sur ces 14 peurs différentes. Je pense que vous allez apprendre beaucoup, parce que même si on connaît la peur de l'abandon, de la trahison, on en parler, La peur de l'engagement, la peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas être aimé, il y a de ne d'autres pas être peurs. à la hauteur. Exactement, de ne pas être à la hauteur de nos relations. En fait, par rapport, grâce à Christian, et grâce à ses dires et aux confidences de ses patients, on apprend ou on réapprend, en tout cas, des choses que les gens, pas forcément nous, mais autour de nous, nos amis, nos proches, des relations, dans notre travail, tout, peuvent vivre. Et en fait, comme vous le dites très bien, on n'est pas les seuls à vivre des peurs. Tout le monde vit des peurs. Après, il y a des gens qui sont plus ou moins, comment dirais-je, timides ou pas timides, mais pudiques et qui ne veulent pas en parler. Voilà, comme souvent on disait, les hommes en parlent beaucoup moins. Nous, les femmes, on parle beaucoup plus entre amis de nos peurs, en règle générale. Voilà, donc c'est en tout cas un ouvrage, moi je répète, un livre, mais pour moi un manuel. Je le prendrai un petit peu comme un manuel. Bien. Voilà,
C'est pas un mot Non, péjoratif, au contraire. C'est pour guider les gens. C'est-à-dire que quand je dis que c'est un manuel, c'est positif, Christian, dans le sens où je vais le poser dans ma bibliothèque qui est là derrière nous, ou devant nous plutôt, mais que je peux le reprendre pour si un jour moi-même j'ai un doute ou une amie a un doute en lui disant tiens, lis ce livre ou lis tel passage, parce que je pense que tu es en train de vivre l'expérience d'Emma, de Thomas, de Pierre. C'est important. Voilà. On peut avoir dans sa vie plusieurs expériences et on peut avoir des outils pour essayer de les dépasser. Il faut croire qu'on a des souffrances. Quand on arrive à un certain moment, on a eu plusieurs rencontres, plusieurs expériences. C'est ça, c'est les expériences qui créent aussi ces souffrances. Et on a des souffrances. Et l'idée, c'est de ne pas rester enfermé dedans. Donc, et de les dépasser. De dépasser les siennes et d'appréhender celles des autres. Ah oui, d'appréhender celles des autres. Donc, aussi de donner des réponses adaptées à quelqu'un qui a peur. On n'est pas là pour le sauver, mais donner des réponses adaptées. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vraiment, c'était un bonheur et un plaisir de ce live avec vous. En tout cas, je répète, donc Christian Richaume, Les peurs dans les relations amoureuses, aux éditions Dunette. Donc, on le trouve partout, Amazon, Fnac. Et Fnac. C'est super sympa, on apprend beaucoup de choses, on s'instruit et puis surtout, ça peut vous aider dans vos relations amoureuses. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à lire ce livre. Et merci beaucoup, Christian. Avec grand plaisir. Et à bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir.